Nicolas Hulot. Bonjour. Alors, un grand débat public sur la transition énergétique. Est-ce que vous espérez secrètement que les Français, s'ils s'emparent de ce débat, arriveront à convaincre le gouvernement que le nucléaire n'est pas une énergie d'avenir ? Il ne faut pas que la consultation se réduise à un débat pour ou contre le nucléaire. De toute façon, il y a un point qui fait consensus et qui mettra tout le monde d'accord, c'est que tout le monde est d'accord pour réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50%. C'est un point d'étape qui sera important. Ne me demandez pas à quel moment, parce que c'est justement notamment l'un des objets de cette consultation qui fait partie d'un tout. Et la date de 50%, elle sortira comme une évidence à la fin de cette consultation et de ce travail qui va prendre plusieurs mois. Et la méthode aussi ? Parce que par exemple, vous aviez acté le report de l'objectif, ça évidemment à 50% pour le nucléaire. Vous aviez évoqué aussi la fermeture de 17 à 25 réacteurs. Mais le texte qui va servir de base à cette discussion évoque un scénario de 9 à 16 réacteurs fermés d'ici à 2035. Ça, c'est le bon chiffre désormais ? Non, ne me demandez pas, parce que ça voudrait dire qu'on lance une consultation et que tout est déjà ficelé et qu'on a déjà un scénario sur la table. Ça fait partie d'un tout. On a plusieurs objectifs. Ouais. L'objectif de la réduction du nucléaire, il est irrévocable. C'est la méthode. Non, mais la méthode, ça va dépendre des autres objectifs. On doit à la fois sortir des énergies fossiles. C'est pas rien. On rentre dans une nouvelle révolution énergétique à l'échelle du monde, mais particulièrement à l'échelle de la France. On doit réduire notre consommation. Et ça, c'est très important parce que c'est un enjeu qui permet de redonner du pouvoir d'achat aux Français et de redonner de la compétitivité à nos entreprises. On doit développer massivement les énergies renouvelables parce qu'on rentre dans une nouvelle révolution énergétique qui est l'avènement des énergies renouvelables. Donc tout ça, ça fait partie d'un tout. Les modèles sont très compliqués parce que si vous loupez un curseur, si vous loupez un objectif, vous compromettez tous les autres objectifs. Donc ce qu'on va regarder très tranquillement, et c'est un moment de démocratie auquel je demande aux Français de participer. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Qu'ils nous disent ce qu'ils souhaitent, effectivement. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette révolution énergétique ? Comment ils voient le modèle énergétique ? Vous savez, les Français, si ce débat il est confisqué par les experts, si cette projection énergétique, économique, sociétale n'est pas désirée, souhaitée, co-construite par les Français, ça ne marchera pas ? Mais non, ça ne va pas marcher. Puis, ce n'est pas simplement un modèle énergétique, c'est un modèle de société. C'est un modèle économique. Il va y avoir à la clé des créations d'emplois, nos petites, nos moyennes, nos grandes entreprises. La combinaison de la révolution numérique, la révolution digitale et de la révolution énergétique va changer complètement le monde de demain. Les Français vont pouvoir produire bientôt leur énergie, consommer leur propre énergie. Ils vont pouvoir faire en sorte, vous savez, la semaine prochaine, dans le cadre de notre politique énergétique, 4 millions de foyers français vont recevoir un chèque d'énergie directement, ils n'ont rien à faire, de 150 € pour les aider justement à sortir de ce qu'on appelle la précarité énergétique. Ce n'est pas normal, effectivement, aujourd'hui, que le budget de l'énergie soit supérieur au budget de l'alimentation. Tout ça fait partie, justement, des objectifs de cette Mais ce n'est pas une programmation discussion si ouverte que vous le laissez entendre. C'est-à-dire qu'il y a quand même des objectifs, vous l'avez fixé notamment pour le nucléaire. Le gouvernement, ce n'est pas une discussion, vous voyez ce que je veux dire, à bâton rompu sur la transition énergétique. Non. Il y a quand même des objectifs. Oui, mais les objectifs, ils ont été fixés dans une loi. Mais vous savez, on a parfois ce petit défaut chez nous, mais c'est peut-être valable dans d'autres pays. On se fixe des objectifs, puis on les laisse courir, puis on se réveille un matin et on s'aperçoit qu'on ne s'est pas mis en situation de pouvoir les réaliser. Et effectivement, moi je l'avais dit en rentrant au gouvernement, j'avais dit je peux m'arc-bouter sur les 50% du nucléaire en 2025. Ça veut dire qu'il fallait fermer effectivement entre 17 et 25 réacteurs et surtout faire abstraction des conséquences sociales. Parce qu'il va y avoir effectivement des gens qui vont être impactés. À la fin, il va y avoir surtout beaucoup de gens qui vont être bénéficiaires, tant pour les consommateurs, pour que les créations d'emplois. Mais tout ça se planifie, se discute. À Fessenheim, il n'avait jamais vu un représentant du gouvernement. Ça y est. Ben non, mais ça, c'est très important. Donc, on ne fait pas les choses brutalement. On peut encore une fois, se faire plaisir et puis dire, on va faire 50%, puis on sait qu'à l'échéance de 2025, on ne sera pas au gouvernement pour en vérifier l'efficacité. Non, on va faire une programmation qui va être réaliste, qui va être excessivement exigeante, mais surtout qui va être bénéfique pour nos entreprises parce qu'on va pouvoir aller vers une véritable indépendance énergétique de la France. Est-ce que les Français sont là pour faire de la figuration dans ce débat public ? Je vous pose la question parce que, par exemple, quand EDF dit « de toute façon, on n'a pas prévu de fermer aucun réacteur d'ici à Fessenheim, bien sûr, pardon de vous le dire, mais ce n'est pas EDF qui décide. » Alors, qui décide ? Mais c'est le gouvernement. Alors, à quoi servent les Français dans ce débat public ? Mais le gouvernement, une fois qu'il aura consulté les Français. Une consultation de plusieurs mois, c'est inédit. Et la Commission nationale des débats publics, qui a été saisie
pour organiser ce débat, vous allez avoir des débats citoyens, des consultations citoyennes, des débats de controverses, un site internet, et tout ça, ça ne va pas être du pipeau. Tous les Français sont invités à y participer. Tous les Français qui ne viennent pas nous dire après, comme on en a souvent ce défaut en tant que citoyen, vous ne nous avez pas consultés. Souvent, on nous reproche de ne pas les consulter. Là, on a des mois de consultation, et moi, je me fais garant qu'on va enrichir ce débat, cette réflexion, et après ce plan d'action, de l'intelligence des Français. Est-ce que c'est vrai que vous n'étiez pas en Inde parce que vous n'étiez pas content de l'ouverture de la plus grande centrale nucléaire ? Ça fait partie des 1001 fantasmes médiatiques. Comme ça, je vous pose la question, comme ça vous répondez. La réponse, elle est non. Je n'étais pas en Inde simplement d'abord parce que je crois que vous avez quand même perçu l'éventail des responsabilités de mon ministère. Il y a 2 secrétaires d'État qui font bien leur job. Il se trouve que Brune Poirson avait fait le voyage préparatoire, qu'elle a vécu en Inde et qu'elle était légitime à accompagner le président en Inde. Selon un récent avis du Conseil économique et social et environnemental, la France a pris du retard dans la transition énergétique. La faute à qui ? Collective, parce que justement, ça n'a probablement pas été suffisamment planifié, parce que je pense qu'on n'a pas partagé une vision avec les Français. On a réussi à créer du rejet sur l'ensemble des énergies. Les gens sont parfois, c'est le travers et le charme des Français, mais ils sont contre le charbon, ce que je comprends, moi aussi. Ils sont contre le nucléaire, ce que je peux également comprendre, mais ils sont aussi contre les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. Il y a une forme de résistance. Non, mais je force un peu le trait. Moi, je vais essayer de transformer ce rejet en désir. Et on va le faire pendant les mois de la consultation. Aujourd'hui, première réunion du comité de pilotage sur l'avenir des terres agricoles de la ZAD. Quelle est la solution que vous défendez, vous, sur la question des terres agricoles précisément ? D'abord, moi, je souhaiterais que tout ça se termine bien. Et ça s'est plutôt pas trop mal terminé jusqu'ici, mais la séquence n'est pas finie. Premièrement, la première exigence qu'on peut comprendre du gouvernement, c'est le respect du droit. Ça, on peut le comprendre. Je pense que le gouvernement a pris une décision courageuse, intelligente. Maintenant, tout le monde doit revenir dans ce cadre de droit. La deuxième chose, je souhaiterais effectivement que ces terres agricoles, une fois qu'elles ont été restituées dans la légalité, se tournent plutôt vers un modèle agricole d'avenir plutôt qu'un modèle agricole conventionnel. Puis troisièmement, n'oublions pas, de l'autre côté, à Nantes-Atlantique, et nous y travaillons avec Elisabeth Borne, il y a des gens qui ont été déçus par ces décisions et qui attendent que le gouvernement dialogue avec eux. Et je dis ici, aux maires et aux élus autour de Nantes-Atlantique, Elisabeth Borne et moi, les recevrons, iront les voir, et on n'a pas oublié leurs doléances et leurs inquiétudes. C'est dit. Merci beaucoup, Nicolas Hulot. C'est à vous, Laurent.